et bienvenue dans ce qui sera demain le premier département durable de France. Très heureux de vous accueillir toutes et tous, les représentants de la bio, évidemment, Elisabeth Mercier, le président de la fédération, enfin toutes celles et tous ceux qui, tous les jours, dans notre pays, font vivre l'agriculture biologique. 1968, une grande révolution, pas aussi forte que celle de 1789, mais pour certains peut-être ici, vous avez quelques souvenirs, moi j'étais bien trop jeune, et 1968 a fait que un certain nombre de personnes, voulant retrouver la terre, un nouveau mode de vie, viennent habiter à la campagne, parce qu'ils ne voulaient pas s'entasser dans les HLM pour manger du poulet aux hormones, comme disait notre grand voisin décédé récemment, et se sont mis à faire une autre façon de l'agriculture et d'appréhender différemment les sols et l'agriculture. Et y compris une nouvelle façon de vivre et d'appréhender toutes les méthodes agraires. À partir de là, étaient nés dans notre département les premiers pionniers de l'agriculture biologique. Nous avons eu de la chance parce que sans eux, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et il a été très facile ensuite pour de modestes élus politiques qui ont des convictions que le mieux vivre ensemble est indispensable, des convictions qu'il faut permettre à nos concitoyens que l'air qu'ils respirent soit le mieux possible, que l'eau qu'ils boivent, s'il doit en rester, elle soit de bonne qualité, et que ce qu'ils consomment soit des garanties, si on peut avoir des garanties, de bonne santé pour eux. Donc c'était facile après pour des élus comme nous, avec ces convictions, tout simplement de pousser, de tirer, de faire en sorte de travailler, de coproduire une agriculture biologique dans un département qui avait cette sensibilité, avec quelques moyens d'entraîner et de faire en sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'agriculture biologique dans notre département, lorsque l'on en parle avec les syndicats agricoles, tous les syndicats agricoles, lorsqu'on en parle, Monsieur le Président, avec la Chambre d'agriculture, eh bien aujourd'hui, c'est une conviction partagée et c'est une volonté partagée d'aller de l'avant. C'est ça qui est très intéressant. Parce que opposer l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique est une hérésie, est une erreur fondamentale. Ça se fait ici ou là, mais ça ne fonctionne pas. L'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle ont besoin l'une de l'autre. L'agriculture conventionnelle, parce qu'on lui a demandé de nourrir la planète, de nourrir l'Europe et de nourrir les Français après la Deuxième Guerre mondiale, et que nous sommes partis dans une agriculture intensive dont on ne se doutait pas peut-être à l'époque qu'elle allait être si dévastatrice, mais nous en avons eu besoin, et nous avons besoin de cette agriculture pour la balance du commerce extérieur, et nous avons besoin d'industries agroalimentaires qui nous permettent d'exporter et de montrer non seulement le savoir-faire des Français, mais également la possibilité pour les agriculteurs d'avoir des revenus, et de notre côté, bien se rendre compte que la planète est en danger et qu'on ne peut pas continuer comme cela. Donc c'est pas de manichéisme, pas d'intégrisme, les uns et les autres doivent avancer, et si l'agriculture, dans son ensemble est biologique, a besoin de l'agriculture conventionnelle, l'agriculture conventionnelle a besoin du bio. Parce que les techniques bio qui sont mises en place dans les exploitations doivent aussi servir aux agriculteurs conventionnels, même s'ils ne font pas la conversion. Et c'est ce sur lequel nous travaillons, quand avec la Chambre d'agriculture, nous créons le salon Tech et Bio, des techniques du bio, qui est un vrai succès. D'ailleurs, on voulait nous piquer ailleurs, parce que nous sommes un trop petit département. On voulait nous piquer, nous nous sommes battus, et tous les 2 ans ici même, début septembre, se tient un salon national, voire même international, parce qu'il y a eu des gens, des agriculteurs européens qui sont venus. Nous avons fait un beau colloque avec Elisabeth Mercier l'année dernière sur le sujet. Mais ce salon Tech et Bio, tous les 2 ans, début septembre, où on montre qu'il y a des techniques alternatives, des méthodes, des appareils, de la mécanique qui peut servir aussi aux conventionnels.
Donc ça, c'est la première ligne directrice que nous voulons mener ici, c'est quelque chose de très important. Ensuite, l'éducation, elle passe par les mômes. On peut faire ce que l'on veut, on peut avoir des grandes idées, mais si les enfants ne sont pas mobilisés et motivés, alors les choses ne fonctionnent pas. Vous savez, il y a quelques années en arrière, quand il s'est agi de prendre en compte les problèmes environnementaux, et notamment lorsque l'on a vu fleurir dans toutes les villes ou dans les intercommunalités des bacs de déchets, on dit on va aux bennes, on trie, etc. Il y a 20 ans, personne ne triait. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de gens qui trient. Mais si ça a fonctionné, c'est parce que l'éducation que nous avons faite, nous ici, dans les classes, dans les écoles, dans les collèges, avec les mômes, font que ces mômes-là ont été éduqués au tri. Et moi, je me rappelle, quand mes enfants étaient petits, ils disaient, on va aux bennes. Ils prenaient leur vélo, avec leur petit moulinet, ils prenaient le sac à dos, ils allaient porter des choses aux bennes. C'était l'éducation à la vie, hein, aller en ville, partir, revenir à la maison, c'était aussi faire ce geste. Eh bien, c'est pareil pour le bio. Et c'est la raison pour laquelle, avec Pierre Combe, qui est ici, qui est vice-président du Conseil général en charge de l'agriculture, avec les services du département, nous avons monté en 2005 cette opération que nous avons appelée « Manger mieux, manger bio » dans tous les collèges du département de la Drôme. Et dans la nourriture, dans les repas, dans les collèges de la Drôme, depuis quelques années maintenant, c'est déjà plus de 20% de produits bio dans les assiettes et dans les repas des collégiens. Donc nous étions bien en avance sur le Grenelle de l'environnement avant que cela soit écrit, et nous voulons aller plus loin. Et le manger mieux, manger bio, c'est tout simplement d'éduquer les enfants à la qualité, aux produits de saison et à une nouvelle pratique. On ne mange pas des fraises en février, on ne mange pas des haricots d'hiver, c'est comme cela, sauf si la mamie a fait des conserves qu'elle nous les sort quand on va le dimanche, et là on se régale. Eh bien, il faut les habituer. Et quand depuis 2005, pour aller plus loin dans l'éducation des enfants, nous faisons un stand grâce à l'Agence nationale bio sur le stand, sur le territoire de l'Agence nationale bio au Salon international de l'agriculture, nous présentons le savoir-faire par les cuistots des collégiens, des collèges, puisqu'ici la nourriture faite dans la restauration collective dans les collèges est faite en régie, par des cuisiniers, par des salariés du Conseil général. C'est aussi un mode de fonctionnement, c'est aussi une pensée politique qui veut ça. Eh bien, lorsque l'on fait goûter aux petits Parisiens qui viennent au centre de l'agriculture des pois gourmands, des pois cassés ou du potiron, ils ne s'aperçoivent pas, ils ne comprennent pas les choses, quoi. Quand on leur fait manger un filet de truite, ils croient que le poisson qu'on pêche dans les rivières, c'est carré et c'est pané dans une boîte en carton. Et donc cette éducation-là, elle est indispensable. Et il faut passer par la base, par l'éducation, et nous le faisons bien volontiers. Et nous voulons aller plus loin. Et nous avons créé ici, parce qu'il faut aussi se soucier de l'impact économique, de la rémunération des agriculteurs, qui souffrent beaucoup, qui ont des prix qui ne sont pas rémunérateurs. C'est la seule profession, mais vous le savez mieux que moi, la seule profession où le producteur ne fixe pas son prix. Il n'y en a pas d'autre. Où il peut vendre en dessous du prix, même si c'est en théorie interdit. Le menuisier qui construit sa commode ou qui construit sa table, il dit ma table elle vaut tant. Il la vend ou il ne la vend pas, mais la table elle peut rester 3 mois ou 6 mois dans le hangar de la menuiserie. Mais l'agriculteur, l'arboriculteur de la vallée du Rhône ou du nord du département qui fait des pêches ou de l'abricot, et si on lui dit ben, c'est à 90 centimes alors que le prix de revient c'est 1,40 €, ben, on le vend à 90 centimes ou on ne le vend pas. Donc c'est l'exploitation, et donc on se retrouve dans une situation où on vend en dessous du prix de revient et où l'agriculteur ne gagne pas sa vie. Ce système-là, il est à bout de souffle. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et nous avons, pour pallier ça, je ne fais pas de politique là, donc il y aurait bien d'autres choses à dire, mais pour essayer de pallier à ce problème, nous avons créé ici, avec nos services, ce que nous avons appelé agrilocal.fr. C'est une plateforme de mise en relation entre les metteurs en marché, les clients, les producteurs, etc. Et nous l'avons fait pour les collèges du département, dont nous avons la responsabilité. L'année dernière, sur une expérimentation, cette année sur les 36 collèges. C'est-à-dire qu'en continu, avec une... Je ne sais pas si elle sera présentée cet après-midi, peut-être, je sais pas, bon, en continu, avec une plateforme informatique,
nous faisons des appels d'offres, des marchés publics en continu, validés par le ministère. Et donc, le gestionnaire du lycée de Nyons, de Cré, de Romans, qui dit j'ai besoin de 150 poulets, j'ai besoin de 200 kilos de carottes, etc., plutôt que de l'acheter à une plateforme qui aura elle-même un distributeur, un intermédiaire, qui aura lui-même serré le coût de l'agriculteur, on l'achète directement à l'agriculteur qui va le vendre. Une formation a été faite par la Chambre d'agriculture de la Drôme, ça s'est très très bien passé, et aujourd'hui, nous avons 7500 agriculteurs géoréférencés qui tous les jours en continu peuvent vendre leurs produits. Si j'ai besoin de 500 poulets pour un collège, j'ai peut-être pas l'agriculteur qui va me produire les 500 poulets. Donc il ne pouvait jamais répondre aux appels d'offres. Par contre, si lui, il peut en vendre 100 à tel jour, ben on en achète 400 ailleurs. C'est du gagnant-gagnant. Et ça marche très très bien. C'est la relocalisation de l'agriculture. C'est le circuit court, c'est sur le secteur. Nous faisons d'abord les appels d'offres dans un rayon de 5 km. Puis si nous ne trouvons pas dans 5 km sur 10 km, si nous ne trouvons pas sur 10 km sur 15 km, et chaque fois ça rentre avec du géoréférencement et les gens répondent à l'appel d'offres. Résultat, l'année dernière, sur les collèges et les agriculteurs du secteur qui ont fait l'expérience, c'est plus 20% de revenus pour les paysans. Plus 20%. C'est pas rien. C'est sur des petites sommes, c'est pas évident, ça demande beaucoup de choses. La vente directe, il y a la sécurité sanitaire, etc. Il y a l'approvisionnement, il faut s'organiser pour porter la nourriture au collège. Évidemment, on ne va pas la chercher dans l'exploitation agricole. Mais tout cela, ça s'organise. Et tout cela, ça peut s'organiser ici aussi de façon collective. Et désormais, dans les collèges de la Drôme, quand dans le collège de Bourg-Plage, il y a une bonne purée, eh ben, il y a marqué, la purée est faite avec des pommes de terre qui viennent de l'agriculteur de Bézaille, à 3 km du collège. Voilà. Ben, cela, ça doit permettre à amener les choses les plus fortement possibles. C'est peut-être un peu des symboles, c'est peut-être un peu... bon, mais c'est très important pour nous. Enfin, je dois vous avouer que tout cela se passe dans un monde, dans une Europe, dans une France, où tout ne va pas aussi bien que cela, et c'est parfois difficile. Nous voulons ici, nous nous revendiquons dans ce département, qu'il faut toujours s'appuyer sur notre histoire. Notre histoire, l'histoire de France, c'est l'histoire agricole. Nous sommes tous fils, petits-fils, enfin, il y a beaucoup de paysans ici, nous sommes tous fils ou petits-fils de paysans. Nous savons ce que c'est le travail à la ferme. Alors Fernand Reynaud disait déjà à l'époque, alors il y en a beaucoup ici qui ne savent pas qui est Fernand Reynaud, les plus jeunes, David Perremort par exemple, il n'était pas né. Mais on dit, ça a eu payé mais ça ne paye plus. Ça c'était déjà il y a 30 ou 40 ans. Et c'est encore pire aujourd'hui. C'est encore pire aujourd'hui. Et il faut redonner du revenu. Donc il faut aborder l'agriculture de façon différente qu'on le faisait avant. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs lois agricoles qui ont été mises en place. Il faudra sûrement en refaire d'autres. Chaque fois qu'il y a un gouvernement, un ministre, ils veulent donner leur nom à une nouvelle loi agricole, mais elle sera indispensable pour mettre l'agriculteur, le paysan, au cœur de la politique agricole. Et non pas le paysan comme quelqu'un qui est bourlingué entre Bruxelles, entre ceci, entre cela. Ça ne sera pas simple, mais il faut y aller. La renégociation de la PAC, le verdissement de la PAC va être un enjeu majeur. On sait très bien ce qui va se passer dans les années qui viennent, donc nous aurons besoin que la France, dans l'Europe, soit solide. Je crois que le ministre de l'Agriculture a obtenu déjà un certain nombre de choses, mais il faudra aller plus loin, parce que de notre histoire, il ne faudrait pas qu'il reste que des souvenirs. Moi, je fais partie de ces élus qui pensent que l'agriculture a encore un avenir dans notre pays, pas la même qu'hier, une agriculture repensée, relocalisée, une agriculture qui soit plus proche des citoyens. Les citoyens sont de plus en plus exigeants, le principe de précaution s'applique beaucoup, nos concitoyens veulent avoir de la traçabilité, veulent savoir ce qu'il y a dans les produits qu'ils mangent. Ce département, dès 2004, a été un département non OGM total, nous avons pris une délibération, nous assumons absolument les choses, et en même temps, nous savons que si nous voulons demain de la qualité de partout, il faut que la recherche soit la plus forte possible. Le principe de précaution a du bon, mais le principe de précaution poussé à l'extrême, c'est de l'obscurantisme. Et donc si on veut éviter l'obscurantisme, et si on veut maintenir le principe de précaution, alors il faut qu'il y ait des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Et c'est pour cela que nous montons, notamment dans ce département, un pôle de recherche européen en écotoxicologie, en toxicologie environnementale, pour étudier ce qui n'est pas encore fait, l'influence des pollutions à faible dose sur la durée, dans l'eau,
les pesticides dans l'air. Nous allons monter cela. Nous attendons le décret du gouvernement qui devrait arriver, nous attendons d'ici la fin de l'année. Au printemps, les grues sont là. Dans 1 an et demi, nous aurons ici un pôle européen de recherche en toxicologie environnementale, en écotoxicologie. Ça sera indispensable pour la suite. Moi, quand je vois la une du Nouvel Observateur, toute jaune, avec l'étude de Serralini, ça m'inquiète. En même temps, quand j'entends derrière qu'il y a débat, ça m'inquiète encore plus. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on ne peut plus faire de la poésie sur ce sujet. On ne peut plus faire de la poésie. Soit c'est dangereux, soit ce n'est pas dangereux. Si c'est dangereux, alors il faut interdire. Et si ce n'est pas dangereux, il ne faut pas interdire. Mais il ne faut pas jouer à se faire peur. Et pour cela, il faut de la recherche indépendante. Il ne faut pas de la recherche qui soit adossée aux grands groupes. Il faut de la recherche indépendante et publique. Parce que si on veut s'en sortir sur le sujet, il faut que le public soit au cœur de cela. Si ce sont des cabinets qui font des études dont on se dit qu'il y aura toujours un doute, parce que si, parce que là, vous voyez bien ce que je veux dire, on ne s'en sortira pas. Donc il faut expertise contre expertise, et on avancera dans cette direction. Enfin, pour conclure, si on veut cette agriculture-là, il faudra sûrement se poser une bonne fois pour toutes la question gravissime de l'artificialisation des terres et du problème que l'agriculture, les terres agricoles, perdent d'année en année, de jour en jour, des surfaces au profit d'autre chose. Et là encore, dans ce département, nous ne voulons pas travailler de façon manichéenne. Moi, je veux réaffirmer ici que nous avons besoin de terres pour construire. Parce qu'un des enjeux de notre Europe et de notre pays, c'est qu'on ait des gens qui aient des logements, et des logements de qualité. Et aujourd'hui, dans le département, il y a encore 5000 familles, 5000, qui n'ont pas un logement de qualité adapté à la taille de leur famille. Et ces gens-là, il faudra bien construire. Alors il faut travailler sur les dents creuses, densifier les villes, ça c'est indispensable. Il faut interdire à tout jamais, empêcher ces lotissements à perte de vue dans les villages où on fait des grandes voies toutes goudronnées, ou après quand la rivière qui a été parce que bousculée sort un peu de son lit, ça fait des grands torrents, etc. Où les gens sont enfermés dans leur maison et derrière leur mur à 1,80 m de hauteur et ne voient plus ce qui se passe à l'extérieur, où on vit seul repli avec ses 200 chaînes du satellite, où lorsqu'on sort dehors, on est agressé. On est agressé partout, agressé par le gamin pour peu qu'il soit un peu frisé et basané, agressé par le voisin, agressé partout. Mais ce n'est pas cette société. La société du mieux vivre, du vivre ensemble dans la cité, dans la République, elle se construit aussi par l'urbanisme. Et l'urbanisme est une des réponses fortes. Dans ce département, nous avons mis en place une charte de bonne conduite qui n'est pas opposable, une charte sur le foncier, qui fonctionne de mieux en mieux, c'est long, qui fonctionne de mieux en mieux, qui fait que petit à petit, mis à part 2 ou 3 communes que l'on montre assez régulièrement du doigt, les autres commencent à bien travailler. Il y a ici un adjoint au maire qui a mis en place un PAEN dans son territoire. Ça aussi, c'est des bonnes pratiques. Mais là encore, si le PAEN, il empêche le développement, je n'y suis pas favorable. Si le PAEN régule le développement, alors oui, pas d'intégrisme, pas de manichéisme, d'où qu'il vienne. Le problème du foncier, il est indispensable, et nous devons affirmer aujourd'hui que si nous voulons manger des produits de qualité, il faut des terres sur lesquels ils soient produits, et si on veut des terres sur lesquelles ils soient produits, il ne faut pas toutes les fusiller en faisant des routes, en faisant des déviations, en faisant tout un tas de choses, ou des lotissements. Donc voilà un peu l'état d'esprit que nous avons, nous, dans ce département. Nous pensons que l'agriculture a un avenir, cette agriculture doit changer, que le bio que nous défendons, que nous promeuvons comme une nouvelle façon d'appréhender les choses est quelque chose de très important, qu'il n'y a pas d'opposition, mais que l'on sait très bien aujourd'hui que le bio n'est pas la solution, mais une des solutions pour demain une meilleure qualité de notre vie en général, de ce que nous produisons, de ce que nous mangeons, et surtout une meilleure façon d'appréhender le métier d'agriculteur pour les jeunes qui devront s'installer. Il y a des mesures fiscales à mettre en place. Si on veut qu'il y ait plus d'installations, il faut éviter l'extension sans cesse des exploitations et arriver à partager les choses. Nous y travaillons par des mesures fiscales, nous y travaillons aussi. Nous avons besoin de tout le monde pour avancer dans cette direction. Et enfin, ma conclusion est plutôt une conclusion optimiste. Je ne sais pas si vous êtes optimiste ou pas. Moi, je suis persuadé que cette prise de conscience de nos concitoyens, cette prise de conscience du monde politique, du monde économique,
que la prise de conscience des instances agricoles, des syndicats, des OPA, des chambres, que la prise de conscience des agriculteurs fait que demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui, à condition qu'on ait une meilleure régulation du marché, à condition que les OCM fonctionnent mieux, à condition que la PAC ne soit pas une PAC dévastatrice. Si on arrive à mettre des barrières, je reste persuadé que l'agriculture française, l'agriculture dromoise a encore un avenir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne rencontre aujourd'hui. Je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous parce que la journée est assez compliquée, mais je vous souhaite le meilleur colloque possible. Je suis sûr que nos amis qui vont animer la table ronde et puis à la fin Hervé Kempf qui vous dira un peu ce qui tire des conclusions de cela, vous fera passer une journée passionnante. En tout cas, moi j'ai été heureux de passer que quelques minutes avec vous pour vous indiquer un peu l'état d'esprit des élus de ce département. Merci à toutes et à tous et très bonne journée.